Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Jean-Jacques Latour. Merci d'être avec nous ce matin, on est ravis de vous recevoir. Directeur expertise cybersécurité chez cybermalveillance.gouv. Non, malveillance. Pardon, malveillance. Malveillance.gouv.fr. Et le mois d'octobre est devenu le mois de la cybersécurité européen. Tous devenir cyber engagés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez tous reçu. Il faut renouveler votre carte vitale. Vous êtes convoqué chez le procureur parce que vous avez été surfé sur des sites pédopornographiques. Vous êtes contacté. Enfin, les arnaques sont nombreuses sur Internet et on va en parler avec nous. Et on va essayer de comprendre comment s'en prémunir. Toujours aussi inventifs, les arnaqueurs cyber. Ils sont en permanence en quête de renouvellement, en fait, ou d'amélioration de leur mode opératoire pour faire toujours plus de victimes, pour pouvoir faire toujours plus d'argent. Ouais, j'ai vu une nouvelle arnaque où on vous dit nous n'avons pas pu vous livrer, pouvez-vous nous donner une nouvelle date de relivraison, et ils facturent en fait la relivraison alors que c'est jamais facturé, et donc c'est comme ça qu'ils récupèrent une carte bleue parce que vous avez envie que votre colis soit relivré si jamais vous attendez un colis. Vous avez entendu cette nouvelle arnaque ? Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on a fait une alerte d'ailleurs à cybermalveillance.gouv.fr cet été, parce qu'il y a eu de grosses vagues cet été où en fait vous receviez un message venant d'un 06 ou d'un 07 de quelqu'un se présentant comme étant le livreur. On ne sait pas de qui ni de quoi, et qui ne peut pas mettre votre colis dans votre boîte aux lettres parce qu'il est trop gros. Voilà. Et donc ça a fait quand même un certain nombre de victimes, parce que les gens se disent un 06 ou un 07 qui m'appelle en me disant qu'il est le livreur, c'est quelque chose de crédible. Et c'est envoyé sur un faux site en fait qui visait à vous récupérer vos données personnelles et de cartes bancaires pour ensuite commettre d'autres formes d'arnaque avec ces informations. C'était aussi important que ça, parce que j'ai vu ça en lisant le journal. Je ne savais pas que ça avait été aussi important. C'est d'ailleurs en train de ressortir sous une autre forme, parce que ça, on a communiqué beaucoup sur le sujet, donc les gens commencent à ne plus se faire avoir. Et là, il y a des campagnes là en ce moment même où en fait les messages que vous recevez sont à votre nom, c'est-à-dire qu'ils vont un peu plus loin. Ils se contentent pas de vous écrire un message, je dirais anonyme. Non, mais ils vous disent bonjour, vous êtes bien Monsieur Gilles Gansman. J'ai un colis pour vous, j'arrive pas à le mettre dans votre boîte aux lettres, donc veuillez reprendre rendez-vous sur notre site. Mais moi j'ai une très grande boîte aux lettres. Quelle est votre l'arnaque en ce moment qui est la plus pour laquelle vous avez le plus de plaintes ? Alors, on recueille pas de plaintes. Nous, notre travail à cybermalveillance.gouv.fr. Non, mais de signalement, entre guillemets. Voilà, c'est d'aider les gens, en fait. Donc, les gens viennent sur notre plateforme et ça reste de loin, on en a parlé plusieurs fois ici et on vient d'en parler encore à l'instant, l'hameçonnage qui reste le principal vecteur d'attaque des cybercriminels pour récupérer qui de vos informations personnelles, de votre numéro de CB ou du mot de passe d'accès à votre compte bancaire ou à votre messagerie, etc. Alors, Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est l'histoire d'un diabétique qui entre dans un magasin de bonbons juste pour pouvoir accuser le vendeur de meurtre et d'être un meurtrier. C'est un peu ce qu'a fait hier Rima Hassan en allant sur BFM, qu'elle déteste pour les accuser d'être pro-israéliens. Mais Truchot et Marshall ne se sont pas laissés piéger, mais elle a eu ce qu'elle cherchait, le buzz. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire. Vous vous rendez compte quand même que vous aurez... Vous pouvez pas, attendez Rima Hassan, vous pouvez pas, non Rima Hassan, pardon, vous pouvez pas commencer par nous attaquer. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous venez de dire est inacceptable. Par un porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Après, pointer du doigt partie de la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause, vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inacceptable. Parenthèse fermée. Moi, je fais que relater des faits qui sont relayés sur votre chaîne. Madame Hassan, une seconde. Vous avez un porte-parole d'une armée. Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui ? Devant quoi ? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie.
Alors évidemment, ça a fait le buzz, Valérie, sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens ont bien compris le petit manège de Rima Hassan qui a accepté d'aller sur une chaîne qu'elle détestait pour... Alors moi, je pourrais inverser la question, pourquoi l'inviter ? Pourquoi l'inviter ? Parce qu'à un moment, quand vous êtes une chaîne de télé ou de radio, vous devez avoir tous les partis à l'antenne. Vous n'êtes pas obligé d'inviter Rima Hassan très particulièrement. Et puis moi, ce que je n'ai pas compris, nous on en parlera dans les débats après, c'est le message publié par BFM de justification en quelque sorte. Mais pourquoi inviter Rima Hassan ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a plein de gens à la France Insoumise qu'on peut inviter. Mais pourquoi elle accepte ? Ça marche dans les deux sens, Valérie. Parce qu'elle a envie de faire ça et de faire le buzz. C'est ça la réponse. Mais elle les menace. Elle menace des journalistes. C'est ce que vous dites pas dans... Si, elle le dit. J'ai passé l'extrait. Mais ce qui est grave, c'est qu'elle menace. Vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Voilà. Et bien ensuite, la suite dans vos débats, Valérie. En tout cas, c'était un peu l'infomédia d'hier. Alors, si McDo avait les résultats des élections, Valérie, dans ses archives. Alors, on connaît l'amour de Donald Trump pour la marque patriotique américaine. On se souvient, vous avez cette image des centaines de Big Mac qu'il avait fait livrer à la Maison Blanche avec une énorme table avec tous ces Big Mac. Alors, quand la Kamala Harris ose parler de son expérience étudiante chez McDo où elle était aux frites, le sang de Donald n'a fait qu'un tour. Tu ne vas pas prendre ma technique de McDo. Et donc forcément, il l'accuse de mentir. Elle ne peut pas avoir travaillé pour McDo. C'est le McDogate aux États-Unis. C'est relaté par Quotidien. C'est juste incroyable. Donald Trump accuse son adversaire de mentir sur ce job d'été qu'elle met régulièrement en avant. Elle avait d'abord glissé cette info dans l'un de ses spots de campagne. Elle a grandi dans une famille de la classe moyenne. Elle est travaillée à McDonald's pendant ses études. Kamala Harris sait ce que c'est que de faire partie de la classe moyenne. La vice-présidente a évoqué cette expérience à plusieurs reprises en meeting, mais aussi à la télévision. Et oui, McDo est devenu un argument de campagne pour Kamala Harris qui espère ainsi séduire la classe populaire. Mais Donald Trump ne veut pas croire à cette ligne sur son CV, tout comme la chaîne conservatrice Fox News. Et ils ont carrément mené leur petite enquête. On a obtenu un CV de Kamala Harris avec tous les emplois qu'elle avait exercés les 10 dernières années. McDonald's n'y est jamais mentionné. Nous avons également contacté McDonald's à plusieurs reprises pour leur demander s'ils pouvaient nous confirmer cet emploi. Nous n'avons reçu aucune réponse. C'est formidable, le McDogate dans les élections américaines, dire que c'est dans un mois. Est-ce qu'aux États-Unis, Jean-Jacques Latour, j'allais dire Jean-Jacques Bourdin, Jean-Jacques Latour, il y a l'équivalent de cyber.gouv, cybermalveillance? Est-ce que vous avez des... Alors on va parler de l'Europe, mais aux États-Unis, ils sont, j'imagine, aussi Alors il y a attaqués. plein de choses qui existent en termes de cybersécurité dans tous les pays du monde et notamment aux États-Unis. En revanche, effectivement, un service comme celui de cybermalveillance.gouv.fr, donc qui va faire de la prévention orientée vers le grand public, que ce soit à titre particulier ou professionnel, et qui va jusqu'à mettre en relation une victime avec un prestataire de proximité pour venir la dépanner quand elle a un problème, c'est quelque chose d'assez original, qui n'existe nulle part ailleurs et qui est très regardé par un certain nombre de pays européens, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., qui voudraient s'inspirer effectivement de ce modèle très particulier. Alors on va parler avec vous des arnaques, vous avez fait le tour des 20h, c'est la nouvelle star des 20h et des 13h. Moi j'ai choisi le 20h de France 2 où vous êtes apparu. Il relatait cette histoire incroyable des arnaqueurs qui ont arnaqué une vieille dame et ils ont même été au domicile de la victime. Alors ça c'est juste incroyable pour récupérer sa carte bleue. Écoutez. Marie Clairbeau, 75 ans, reçoit l'appel d'un homme qui se présente comme son conseiller bancaire. Il l'avertit d'une fraude sur sa carte bleue et tente de la rassurer. Ils ont dû sentir dans ma voix que j'étais pas bien, ce qui était le cas. Je me dis, je venais d'apprendre que j'avais peut-être 3 cancers en plus en même temps. C'était pas bien du tout, ça. Et j'aurais pu dire n'importe quoi. Quelqu'un qui me parlait gentiment, je me suis laissée aller. Pendant 3 semaines, l'escroc assaille sa victime. 58 appels au total. Un complice se fait passer pour un coursier de la banque et vient au domicile récupérer la carte bleue pour retirer des espèces. Plus de 3 000 € au total. Aujourd'hui, l'ancienne infirmière a porté plainte et se dit écœurée. Voler les gens qui n'ont pas de fric, profiter de la faiblesse des gens à un moment, je trouve ça monstrueux. Voilà, ils ont prétexté d'aller essayer la carte parce qu'il y avait un petit souci informatique sur sa carte. Non, c'est pas nouveau en fait. On l'a vu dans beaucoup de fraudes aux faux conseillers bancaires dont a été
victime cette personne, où en fait ils vont essayer d'aller le plus loin possible, toujours. Donc ils vont essayer de récupérer votre numéro de carte bleue et de vous faire valider des opérations en faisant des achats en ligne. Ils vont essayer de se connecter à vos comptes bancaires pour créer des destinataires de virements et vider vos comptes. Ils vont jusqu'à récupérer votre carte bancaire s'ils sont en proximité et s'ils peuvent avoir un complice, pour ensuite faire le tour des distributeurs. Et on a même eu des cas où ils faisaient rappeler la victime par un faux policier, ce qui a été le cas d'ailleurs dans ce témoignage, disant que la personne va être cambriolée. Et qu'il faut mettre ces objets en sécurité. C'est d'ailleurs arrivé au juge Bruguière, qui s'est fait extorquer comme ça plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, le juge Bruguière, voilà, il est pas tombé de l'arbre, donc c'est quand même, ils ont quand même un discours qui est très rodé. Ils vont aller très très loin. Et ce qui est touchant dans ce témoignage, ce que dit cette personne, c'est qu'en fait vraiment ces cybercriminels n'ont aucune pitié. On s'en prend à des personnes âgées qui ont des petites retraites, et on va aller jusqu'au bout, à les harceler pour pouvoir obtenir le maximum d'argent, peu importe les conséquences. Alors cela dit, on pourrait penser que ce genre d'arnaque ne touche que les personnes âgées. Pas du tout. Là, on est face à un réseau qui visait des personnes âgées, mais en fait, des gens de tout âge peuvent être victimes de fraude aux conseillers bancaires. On en voit, nous, quotidiennement sur cybermalveillance.gouv.fr. À noter, Valérie, qu'à la fin du reportage, puisque je passe que des extraits, les sommes qui ont été dérobées n'ont pas été remboursées par la banque, puisque ça a été fait, entre guillemets, en toute légalité. Puisqu'il y avait le code secret. Puisqu'il y avait le code secret, que c'était direct des distributeurs. Elle a envoyé plusieurs courrier à la banque qui n'a voulu rien entendre, et donc du coup elle ne sera jamais remboursée. Les trafiquants de drogue, quand il s'agit aussi de malveillance, ne manquent pas d'imagination dans le marketing. Alors ils ont détourné des marques pour faire leur publicité sur internet, sur des emballages, et donc ils ont utilisé par exemple Haribo pour de la vendre. Vous l'avez vu, pour vendre de l'herbe, et vous allez voir que le but est d'attirer le jeune public. Ces sachets de Haribo n'étaient bons ni pour les grands ni pour les petits, car ils contenaient de la drogue. Les enquêteurs ont aussi retrouvé Nutellash ou Chitapic, imitation d'une marque de céréales. Des sachets au nom sans équivoque, vendus pendant 2 ans par une société nommée Pochette Surprise, qui avait son propre site internet. Comme des professionnels, elle vendait des emballages spéciaux, sur mesure. Pas de quoi faire sourire la justice, car pour elle, il y a 2 délits majeurs: complicité de trafic de stupéfiants et contrefaçon. Lors du procès qui s'est ouvert hier, fait rare, 14 géants de l'agroalimentaire sont partie civile au nom du préjudice à l'image. Quand on fait de l'alimentaire, surtout pour un jeune public, on n'a pas envie d'être associé à des produits illicites, dangereux pour la santé. Et pour finir, vous savez que samedi, il y a un grand événement que vous allez forcément regarder, Valérie, c'est le retour de la Starac. Alors après, mais oui. Vous remarquerez mon silence. Au revoir, c'est honteux. Après Pierre Garnier, qu'on avait reçu, Julien Lieb, Axel, c'est au tour d'Elena d'essayer d'avoir aussi du succès. Alors il en a eu, elle a eu un premier single qui a cartonné, qui a même plus vendu que les garçons, sauf Pierre Garnier. Et elle a présenté hier son nouveau titre à la télévision belge, ça s'appelle Nouveau Cœur. Et oui, je surfe aussi sur la télévision belge. C'est bon, on a entendu. Ah non, Valérie. Vous auriez pu nous faire. C'était l'anniversaire de la mort de Jacques Brel aujourd'hui. Ça aurait été. Si, les médias l'ont repris, donc voilà. Non, mais ça va. Là, on a entendu assez, puis on est en retard. On a plein de choses à faire. Quand on a que l'amour. Voilà, heureusement que John est là. Oui, mais il y a une version de Voice Kid aussi. Non, mais c'est bon. Je préfère celle-là. Hommage à Jacques Brel qui nous a quittés à l'âge de 46 ans. Il y a. Quand on a que l'amour. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Jacques Latour, directeur expertise cybersécurité chez cybermalveillance.gouv.fr, pour parler des cyberarnaques. On m'en signale sur Internet, ça concerne tout le monde et ils sont de plus en plus ingénieux. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Jacques Latour, directeur expertise cybersécurité chez cybermalveillance.gouv.fr. C'est un site
où vous pouvez vous rendre pour demander de l'aide. Hein. C'est peut-être réexpliquer à nos auditeurs ce que c'est que ce site. Alors cybermalveillance.gouv.fr, en fait, c'est la plateforme du dispositif national de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Cybermalveillance étant, je dirais, toute infraction commise à l'encontre ou par des voies numériques. Donc ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, ça peut être un piratage, un virus, etc. Et donc nous, notre travail, ça va être effectivement de donner aux gens les bons conseils pour faire face à toutes les formes de cybermalveillance qu'ils peuvent rencontrer. On référence actuellement sur notre site plus de 50 formes de cybermalveillance différentes. Donc on va leur donner des bonnes pratiques, hein, comment bien gérer ses mots de passe, ses sauvegardes, pourquoi et comment faire ses mises à jour, mais également face à une arnaque, face à un piratage, on va leur dire également ce qu'il faut faire, et on va même jusqu'à permettre aux gens qui n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls d'être mis en relation avec un réseau de 1250 prestataires qu'on a sur le territoire national, qui peuvent intervenir en proximité pour venir vous dépanner chez vous quand vous avez un gros problème de sécurité informatique. Alors le mois d'octobre, c'est le mois européen de la cybersécurité. C'est une prise de conscience européenne, une volonté d'agir au niveau européen sur la prévention? Alors oui, c'est quelque chose qui est lancé par l'ENISA, qui est en fait l'agence européenne de cybersécurité. Donc c'est une initiative qui se déroule dans tous les pays d'Europe. Et j'ai découvert récemment que ce mois d'octobre de la cybersécurité, en fait, allait maintenant jusqu'aux États-Unis, puisque les États-Unis font également du mois d'octobre, les agences gouvernementales, leur mois de la cybersécurité. Donc on parle de cybersécurité un peu partout dans le monde. Donc c'est l'occasion, je dirais, ce mois européen de la cybersécurité, que cybermalveillance.gouv.fr pilote au niveau national. Donc on va essayer d'animer, je dirais, toute une communauté pour parler de cybersécurité. C'est un sujet qui est pas forcément toujours très sexy. Hein. Bah si. Moi je trouve ça très sexy, très intéressant parce que c'est très intéressant, mais voilà, c'est pas toujours très ludique, etc. On se dit ça va être technique, ça va être compliqué, et en fait non, pas forcément. Et donc en fait, dans ce mois européen, on va avoir toute une quantité d'initiatives. On a réuni un collectif de 1200 organismes participants, organismes publics, organismes privés, qui organisent des événements sur l'ensemble du territoire national en proximité, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Donc en fait, ces événements, ça peut être des petits déjeuners, on va parler de cybersécurité, des ateliers, des webinaires, etc. On a également une grande initiative sur les réseaux sociaux avec le hashtag cyberengagé, qui est le hashtag de cette année pour le cybermois. On a d'ailleurs créé à cet effet des visuels en fait que vous pouvez reposter sur les réseaux sociaux pour parler de cybersécurité autour de vous. Et pourquoi cyberengagé ? Parce qu'en fait, on doit tous être engagés dans la cybersécurité. Si nous on a compris qu'en fait, confère le témoignage que vous avez donné tout à l'heure, que ça peut être une escroquerie au faux conseiller bancaire, mais on va pouvoir être capable de conseiller nos proches également, et on peut tous se retrouver acteurs de la cybersécurité. J'attends un chronopost et je reçois un SMS me disant qu'il arrivera à telle date. Merci de cliquer ou machin. Comment je peux savoir que ce n'est pas Chronopost ? Eh ben, en allant sur le site de Chronopost. Ouais. Voilà, si vous avez commandé quelque chose, vous avez reçu un numéro de colis, etc. Et donc en fait, en allant sur le site de Chronopost, d'UPS, etc. Enfin, peu importe votre livreur, eh bien vous allez taper votre numéro et là on va vous donner votre suivi et là vous serez sûr que vous êtes bien sur le site de Chronopost et pas sur un site qui vise à vous capter vos données personnelles. D'ailleurs, quand vous commandez quelque chose, vous avez payé les frais de livraison. Ouais. Donc après, votre colis arrivera, mais en aucun cas on va vous demander de repayer quelque chose. Votre livreur va pas vous demander de repayer des frais d'affranchissement, ça n'existe pas. Alors sachez qu'il y a une opération qui est importante aussi au niveau européen. Je voulais que vous nous en parliez, si vous savez ce que c'est. C'est quoi la Skill Academy de la cybersécurité ? C'est vous êtes pas au courant. Bon, voilà. La Commission en fait européenne a créé une plateforme sur des initiatives et des compétences et a créé une école pour qu'on puisse reconnaître la cybersécurité. Mais je pensais que vous étiez dans ce projet européen. Donc en revanche, vous avez commandé un sondage Ipsos sur le sentiment d'insécurité informatique, de cyber malveillance.
Qu'est-ce que ça dit sur le sentiment des Français? Alors c'est un sondage qui est assez intéressant en fait à plus d'un titre, parce qu'en fait ça déconstruit aussi toute une quantité d'idées reçues. En fait, ce que nous dit ce sondage qu'on a fait sur plus de 3000 personnes, hein, donc c'est assez représentatif de la population française, c'est que 7 Français sur 10 disent avoir de bonnes pratiques essentielles de cybersécurité. Faire ses mises à jour, avoir des bons mots de passe, 7 Français etc. sur 10, moi j'y crois pas une seconde. Hein. Alors, c'est ce que nous disent les répondants. Ouais. Mais vous changez vos mots de passe, Gilles? Je les change pas, non. Non, bah non. Mais je dis pas qu'il faut les changer, je dis qu'il faut en avoir des bons. Ouais. Ah mais moi il est très bien, ils sont très bien mes mots de passe. Il faut en avoir des bons et des différents. Pas utiliser le même partout. Ah, ça c'est moins facile quand même quelque part. Bon, mais ce sont des choses qui progressent en fait. On voit que ça progresse. Donc 7 sur 10 disent être vigilants sur les mots de passe, faire des mises à jour, faire ses mises à jour, etc. Donc voilà. Mais à contrario, en fait, on a 6 Français sur 10 qui nous disent que dans les 12 mois qui ont précédé, ils ont été victimes d'une forme de cybermalveillance. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, avoir de bonnes pratiques ne suffit pas à être protégé contre les différentes formes d'arnaques, de virus, etc., auxquelles on peut être confronté. C'est donc qu'il manque quelque chose au-delà de ces bonnes pratiques. Et ce qu'il manque, c'est justement de la connaissance de la menace. À partir du moment où c'est que quelque chose existe, on tombe moins facilement dans le piège. Je prends un exemple. Vous êtes dans une rue à sens unique. D'accord ? Vous regardez si les voitures arrivent dans le sens montant. Ok, mais il faut aussi regarder à droite parce que vous pouvez avoir un vélo ou une trottinette à contresens maintenant. Donc c'est des choses qu'il faut que l'on apprenne, c'est des réflexes que l'on doit acquérir. Et une bonne manière effectivement de bien connaître les menaces, on parlait par exemple des escroqueries au colis, mais on pourrait parler de la carte vitale, des infractions pédopornographiques, etc., etc. Bah, c'est de se renseigner sur les différentes formes de cybermalveillance. Et cybermalveillance, en fait, il va y contribuer. Alors moi j'étais sur votre site. Ce qui m'a étonné, c'est que les grands, ce qu'on appelle les providers de sites internet ou les providers téléphoniques ne sont absolument pas engagés. Vous avez ni Free, ni Bouygues, ni SFR avec vous. Vous n'avez pas Google, puisque évidemment dans le mail, Google Mail, vous avez tous ces gens-là qui sont en fait le réceptacle de ces arnaques et on passe par eux pour nous arnaquer, qui ne sont pas là. Alors, ceux qui ne sont pas là, on les appelle à nous rejoindre et à venir nous aider dans notre mission. Mais je vous démentirai quand même parce que Google est membre de notre dispositif, Amazon est membre de notre dispositif, Microsoft est membre de notre dispositif pour parler effectivement des GAFAM comme l'on dit. Le groupe Bouygues également membre de notre dispositif. Orange avec lequel nous faisons des actions dans le cadre du Cybermois notamment est également membre du dispositif. Voilà, ils relaient en fait. Mais quelle est leur responsabilité dans tout cela, je veux dire Alors ici emploi, mais le sujet n'est pas facile parce que en fait c'est un équilibre permanent qu'il va falloir trouver entre liberté individuelle et sécurité. Plus vous augmentez la sécurité, en fait on a le débat dans toute une quantité de domaines et pas simplement dans le domaine de la sécurité, mais plus vous augmentez la sécurité, plus vous allez restreindre ce que certains pourraient appeler des libertés. Donc en fait c'est un équilibre permanent qu'il faut trouver. Mais de toute façon, je veux dire, Internet au départ n'a pas été fait pour être sécurisé. Prenez le téléphone, par exemple. Le téléphone, ça a été fait pour s'appeler. On n'avait jamais envisagé que ça allait être pour se faire arnaquer. Ça n'a pas été fait non plus pour, mais on n'a pas mis en place des protections pour éviter les arnaques dès le départ, parce qu'en fait, on les avait pas anticipées. Donc après, on est en permanence en train d'essayer de rattraper le retard. Vous savez, les grands fournisseurs de messagerie, grand public, les Gmail, les Outlook, etc., arrêtent des milliards de messages frauduleux par jour. C'était ma question. Il y en a quand même qui vous arrivent. Parce que quand on a des spams, ça veut dire qu'ils arrivent à contrôler ce qu'ils considèrent comme un mail qui ne devrait pas arriver dans votre boîte mail normalement. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à filtrer puisque ça arrive dans les spams. Il y a déjà des choses qui sont filtrées, c'est-à-dire tout ce qui est caractérisé comme malveillant va être bloqué par eux et vous ne le recevrez pas. Donc en fait vous allez dire, mais je reçois beaucoup, oui, mais heureusement que d'ailleurs ils font des choses. En font-ils assez, pas assez, etc. Ça c'est un autre débat qui ne m'appartient pas quelque part. Mais il y a un vrai sujet, je dirais, de prise en compte de la sécurité et de retard permanent dans la protection. Donc au départ, on ouvre un service, puis après on se rend compte qu'il y a des escrocs. Souvenons-nous du CPF. Le CPF, quand il s'est ouvert, c'était assez simple, etc., de commander une formation. Et ben des escrocs s'en sont emparés pour détourner de l'argent.
On continue dans un instant avec vous, Jean-Jacques Latour. Évidemment, ça fait réagir beaucoup nos auditeurs. On nous parle également de sites, par exemple, pour vendre du miel. Vous cliquez dessus, vous tombez sur un site porno. C'est un petit peu différent, mais c'est aussi des manières de tromper les utilisateurs. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Jean-Jacques Latour, directeur expertise cybersécurité pour le site cybermalveillance.gouv.fr. Je vous encourage tous à aller sur ce site qui vous donnera des conseils, des trucs pour déjouer les cyberarnaques. Et puis on rappelle que le mois d'octobre, c'est le cybermois un peu partout en Europe. Un mois pour devenir tous cyber engagés. Ça signifie, vous nous l'avez dit Jean-Jacques Latour, avec le hashtag de relayer auprès de nos proches les arnaques dont on peut être au courant. On a parlé des conseillers bancaires qui sévissent toujours, les faux conseillers bancaires où ils ont un peu du plomb dans l'aile. Toujours. Je dirais l'année dernière, en fait, entre 2022 et 2023, on avait une augmentation de 78% des demandes d'assistance sur des fraudes aux faux conseillers bancaires. Cette année, au dernier pointage que j'ai fait là fin septembre, on était à plus 15% encore par rapport à l'année précédente. Donc c'est un phénomène qui n'est pas en train de décliner, loin s'en faut. Donc alors les banques envoient des messages, il faut juste rappeler que c'est le numéro de téléphone de votre banque, on connaît votre numéro de compte, on connaît votre nom, votre adresse, et on vous dit qu'il y a un bug, qu'on vous a prélevé 80 ou 100 euros, donc vous dites bon, et puis peut-être, ah ben non, là il y a 800 euros, et puis on vous dit on va vous envoyer un lien pour sécuriser. Mais depuis le 1er octobre, ça ne peut plus être le numéro de votre banque. Alors, oui et non, en fait, quelque part, c'est-à-dire que là, il y a une loi, en fait, qui est rentrée en vigueur, en fait, qui devait rentrer en vigueur normalement en 2023, mais les opérateurs ont demandé un peu de temps, parce que techniquement, c'est assez complexe à réaliser. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 200 opérateurs télécoms. Ouais. Donc 200 opérateurs télécoms qui doivent se mettre d'accord sur une norme pour échanger entre eux des informations et vérifier qu'un numéro qui appelle est bien celui qu'il n'est pas usurpé. Alors, donc à compter du 1er octobre, normalement tous les appels passés de fixe à fixe vont être contrôlés, et si quelqu'un usurpe un numéro de fixe en appelant un autre numéro de fixe, la communication devrait être automatiquement coupée. Il n'y a plus personne qui a des fixes. Bien sûr que si. Les professionnels, c'est ce qu'ils vont utiliser, des fixes. Par contre, les particuliers, pas encore. Ouais. Donc pour l'instant, effectivement, les fixes vers portables, c'est quelque chose qui va arriver dans les mois qui viennent. Donc c'est une loi qui est en train de se mettre en place. Donc tous les problèmes ne sont pas réglés encore pour le moment, mais je dirais, les opérateurs télécoms et les pouvoirs publics s'en sont emparés. Ça veut dire que dans quelques mois, on pourra être sûr que le numéro de la banque qui s'affiche vient bien de la banque. C'est ça l'idée ? C'est pas exactement ça, parce qu'en fait, il faut s'attendre à ce que les cybercriminels trouvent moyen de contourner ça. Ouais. Ah bon, il y a toujours une parade. Hein. Ouais. Donc, et aujourd'hui, on ne peut pas l'anticiper, quelque part. Donc tout est fait pour que ça ne puisse pas être le cas, mais s'ils arrivent quand même à passer, etc. En tout état de cause, ce que l'on sait, c'est que dans la plupart des cas, ils n'arriveront même pas à vous appeler. Ouais. Puisque la communication sera coupée automatiquement par les opérateurs dès lors qu'ils se diront « Ah là non, on est sur un numéro usurpé ». Donc pour l'instant, oui, de fixe à fixe. Ensuite, de fixe à mobile, de mobile à mobile. Ça devrait arriver dans les mois qui viennent et courant 2025. Stéphane, un auditeur, me dit « Ça commence à changer avec le système d'empreinte numérique ». Est-ce que ça garantit c'est différent ? Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que maintenant, votre banque vous demande de confirmer quand vous avez un téléphone avec une identification digitale, de confirmer avec votre empreinte quand il y a une opération ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un moyen qui vous est propre, quelque part, qui est unique et qui permet de confirmer que c'est bien vous qui faites l'opération. Cela dit, dans le cadre des fraudes aux faux conseillers bancaires, c'est cet escroc que vous allez penser être un conseiller du service antifraude de votre banque qui va vous faire réaliser les opérations. Donc c'est vous-même qui les faites, les opérations. Absolument. Donc vigilance absolue. Alors il y a l'intelligence artificielle dont voulait parler Gilles et l'escroquerie aux personnalités. On va en reparler avec vous dans un instant. Mais la plus récente, c'est celle qui a suivi la mort d'Alain Delon. Écoutez ce message qu'on a pu voir sur les réseaux. Et cette vidéo, c'est que je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 € si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne. J'ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français. J'espère que ma fille a déjà lancé cette application
et que les gens ont commencé à gagner. Donc c'est bien la voix d'Alain Delon qu'on entend, qui est une voix, évidemment ce n'est pas lui qui parle, c'est une voix qui a été créée, synthétisée grâce à l'intelligence artificielle. Ça a fait des dégâts, ce faux non, ça fait plus de bruit que de dégâts. Ouais. Je dirais, maintenant il y a toujours des gens qui peuvent tomber dans le panneau, je dirais, de ce genre de choses. Si on revoit effectivement cette communication qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, c'est plutôt pas très bien fait, la voix est pas synchronisée, les yeux sont pas, voilà, c'est pas super terrible, c'est pas la première fois que ça arrive. Sauf que c'est surtout une honte. C'est plutôt, ça arrive plutôt sur des personnalités anglo-saxonnes. Jusqu'à présent, il y a eu Taylor Swift qui a été à plusieurs reprises palliée comme ça. Il y a eu Elon Musk également qui proposait de l'argent, etc. Enfin, je dirais toutes les grandes personnalités ont été victimes. Ce qui est intéressant de voir dans cette vidéo, c'est qu'elle est sortie quelques jours à peine après la mort d'Alain Delon. Voilà, donc c'était un effet d'aubaine. Et puis il y a eu cette histoire. C'était dans le 13h de TF1. Dans lequel vous êtes intervenu, de cette femme qui reçoit un appel de sa mère avec la voix de sa mère. Et là aussi, de plus en plus, il y a des escroqueries en utilisant l'IA. Vous vous souvenez de cette histoire, Exactement, oui. Enfin, là, en l'occurrence, sur ce témoignage, en fait, une personne a donc été appelée par quelqu'un se présentant comme étant sa mère, qui lui disait qu'elle était à la gare et qu'elle avait perdu son sac à main et qui lui demandait ses numéros de carte bleue pour pouvoir se racheter un billet de train. La personne n'a pas été dupe, a posé quelques questions, il y avait des temps de latence, des réponses qui n'étaient pas cohérentes, etc. Donc, en fait, il a mis fin à la conversation, donc il n'est pas tombé dans le piège. Tout à fait, c'était quand même la voix de sa mère. Donc là, sur ce genre de choses, effectivement, bah oui, l'IA aujourd'hui permet, en récupérant quelques échantillons de voix, de se faire passer pour vous. Alors bien souvent, c'est dans des messages préenregistrés. Il y a rarement du dialogue parce que c'est pas facile d'arriver à converser encore. Mais ça va évoluer. Bientôt, vous pourrez parler dans le micro et restituer la voix de quelqu'un d'autre, je dirais, de manière directe. Donc il faut s'y attendre. Et pour ça, un minimum de précaution. Donc même si un proche vous appelle pour vous demander de l'argent, etc., posez-lui une question personnelle à laquelle il est seul capable de répondre. Pas un truc qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Mais voilà, par exemple, la dernière fois qu'il est allé au resto, qu'est-ce qu'il a mangé, italien ou chinois, etc., etc. Quelque chose que vous savez tous les deux. Voilà, il ne s'agit pas de mettre en place des mots de passe compliqués, des choses comme ça. Non, juste une question personnelle. C'est comme ma date d'anniversaire. Voilà. Et là, vous posez 2-3 questions comme ça, et là, vous allez pouvoir authentifier la personne, ou alors vous raccrochez, vous la rappelez sur son numéro, et là, vous allez vous rendre compte très très vite qu'elle va vous dire, mais non, je t'ai jamais appelé, en fait, c'est pas moi. Dans toutes ces histoires, il y a quand même un énorme souci, ce sont les banques qui ne veulent pas rembourser et qui souvent ne jouent pas le jeu. Est-ce qu'il y a des réunions entre ce que vous dirigez en point gouv, c'est parce que vous êtes c'est le ministère de l'Intérieur qui... Alors pas du tout, nous, on est un groupement d'intérêt public, donc on est au-delà, en fait, on est plutôt même rattaché au service du Premier ministre, en fait. Donc le ministère de l'Intérieur est membre de notre dispositif, c'est un de nos membres fondateurs. On travaille beaucoup, effectivement, avec toute une quantité d'organisations, notamment avec la Fédération des banques françaises, etc. Et certaines banques sont également dans notre dispositif. On a également des associations de consommateurs, donc c'est également un terrain dans lequel effectivement on fait se rencontrer un certain nombre d'acteurs avec des intérêts qui peuvent parfois être divergents. Pourquoi les banques ne veulent pas rembourser Alors, il y a des règles, et notamment il y a le code de la consommation qui précise dans quel cas les banques doivent ou pas rembourser. Et notamment, les banques ne sont pas tenues de rembourser à partir du moment où il y aurait une négligence grave de votre part. À partir du moment où vous donnez les clés de chez vous à quelqu'un, il rentre chez vous, il vous cambriole, il n'y a pas d'effraction. Donc allez faire comprendre ça à votre assureur, que les gens sont rentrés chez vous sans effraction et que vous voulez quand même être dédommagés. Je veux dire, pour les banques, c'est un peu pareil quelque part. Donc après, il y a toute une quantité d'échanges et de discussions qui sont menées entre les banques, les associations de consommateurs, sous l'égide de la Banque de France. La Banque de France, d'ailleurs, l'année dernière, a sorti un certain nombre de recommandations pour les banques en leur demandant d'assouplir ou de renforcer certaines sécurités pour faire en sorte que de limiter
éviter ces fraudes qui commencent à prendre une dimension assez importante, puisqu'on parle effectivement sur l'année 2023 de près de 350 millions d'euros de fraude au virement, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, il y a un vrai sujet. On nous parle beaucoup des appels. Le souci, c'est aussi les appels pour les poses d'audio ou de panneaux solaires ou de pompes à chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces appels? Alors, il y a des Samsung, par exemple, qui bloquent, ou même, je crois que l'iPhone le fait aussi, qui bloquent ces numéros, ou qui vous indiquent que ce sont des spams. Mais même en étant inscrit sur Blocktel, ça ne marche pas. Alors, il ne s'agit pas simplement d'être inscrit sur Blocktel. C'est-à-dire, être inscrit sur Blocktel veut dire qu'un démarcheur doit consulter Blocktel avant de vous appeler pour savoir si vous autorisez les appels ou pas. Mais ça n'empêche pas de vous appeler. D'accord? Donc en fait, si vous êtes appelé quand même par des gens qui font de la rénovation énergétique, de la pompe à chaleur, etc., et que vous êtes inscrit sur Blocktel, signalez-le sur Blocktel. Et si les gens signalent en masse sur Blocktel des numéros ou des sociétés qui les démarchent, je dirais, derrière, c'est pris en compte par la répression des fraudes et les entreprises sont parfois lourdement condamnées. Encore une entreprise qui a une quinzaine de jours a été condamnée à une amende de 200 000 € pour du démarchage de personnes qui étaient inscrites sur Blocktel. Par contre, Blocktel ne peut pas savoir que vous êtes démarché quand même. Bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à signaler. Oui, mais elle est condamnée, elle dépose le bilan et puis elle crée une société juste après. Oui, pendant ce temps-là, elle ne nuit à personne. Et juste un mot, mais on a plus il n'y a tellement... pas de condamnation. Alors, en pénal, non. Non, c'est ça. C'est ça le problème. En pénal, non. Et elle dépose le bilan, elle ne payera pas les 200 000 € et elle va recréer une boîte derrière. Faites confiance à la répression des fraudes pour ne pas lâcher le morceau. Et juste un mot aussi sur les arnaques aux personnalités qui sont l'arnaque à l'amour, qui sont c'est comme David Hallyday, de plus en plus nombreuses. Non, c'est David Hallyday qui, on l'avait vu dans un reportage d'M6, une femme qui croyait communiquer avec David Hallyday, qui lui demandait de l'argent. Est-ce que vous expliquiez, je vous avais vu, c'est qu'en fait ils sont très malins. C'est-à-dire qu'il dit l'héritage de mon père est bloqué, j'ai besoin de 100 €. Donc on se méfie pas, on donne 100 €. Les 100 € sont remboursés une première fois, les sommes sont remboursées jusqu'à la grosse somme qui n'est jamais remboursée. Exactement, oui, ce sont des arnaques qui vont durer sur parfois des mois, voire des années, pour pouvoir escroquer les gens, ce qu'on appelle les escroqueries au sentiment ou les arnaques à l'amour, etc. Ou c'est une technique assez employée par les brouteurs, en fait, d'une manière générale. Donc c'est des termes qui viennent effectivement de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont entamer avec des gens, alors on peut se dire, mais comment on peut se faire avoir pour ce genre de choses? En fait, c'est des opérations de manipulation, d'ingénierie sociale, comme on dit, où les gens vont être manipulés, vont être intoxiqués pendant des semaines, des mois, et vont être pris dans un cercle infernal jusqu'à, je dirais, parfois on a vu des cas où les gens hypothéquaient leur maison ou faisaient des prêts à la consommation pour pouvoir payer leur escroc. Incroyable. Et je vous conseille le site de Metabrouteur également sur Twitter, qui s'amuse avec ce qu'on appelle les brouteurs, et c'est plutôt assez drôle et tragiquement. Enfin, l'essentiel, c'est d'aller sur votre site, Jean-Jacques Latour, sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Vous y trouverez de très nombreuses réponses et tous cyber engagés, le hashtag cyber engagé pour ce mois européen de la cybersécurité. Et si je veux prendre 100 €, c'est bien moi. Non. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Durant le mois européen de la cybersécurité, parmi les actions qu'on peut avoir, on a lancé également un quiz en ligne, donc un jeu en ligne sur lequel vous pouvez jouer jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc sur quiz-cybermalveillance.gouv.fr, où vous pouvez effectivement de manière assez ludique tester vos connaissances et remporter des lots qui sont des lots éducatifs. Faut pas payer. Merci à vous, Jean-Jacques Latour. Dans un instant, les débats, tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.